Vous est-il déjà arrivé, dans un jour ordinaire, de croiser une personne, un voisin, que vous ne connaissez pas, et que de cette rencontre naissent certaines interrogations. Qui est-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Quels sont son travail? Ses passions? Puis, dans une curiosité un peu plus déplacée, cette fois bien enfouie dans son cerveau, est-ce que celui-ci cache des choses? Des secrets peut-être? Dans le manga que je vous présente aujourd'hui, chaque personne de ce bâtiment est originale. Chacun, à sa manière, cache des secrets. À l'aide de Tojo, un détective privé résidant également dans cet immeuble rempli de curiosités, laissez-moi vous présenter cette maison des secrets japonaise, Les mystères de la résidence Kaika, un manga de Ameishi aux éditions Vega. On est sur la seconde nouveauté que je vous présente sur ce mois de septembre et on peut dire que, avec The Strange House et celui-ci, c'est une rentrée sacrément bien fournie en termes de qualité, de nouveaux titres. Et donc laissez-moi vous présenter un petit peu plus ce manga, ce que j'en ai pensé et les points positifs que je ressors vraiment de cette première lecture. Je pense qu'on est sur un titre très qualitatif qui mérite qu'on en parle. Alors laissez-moi vous faire un petit résumé rapide. Les mystères de la résidence Kaika, c'est un manga qui se déroule durant la période Taisho au Japon. Alors je vais rester un petit peu sur cette période parce que c'est quelque chose qui va être très important dans les propos que je vais tenir et qui va en fait un peu structurer toute la lecture de ce manga. L'ère Taisho, c'est une ère qui se déroule entre 1912 et 1926 au Japon. C'est donc englobé dans la Première Guerre mondiale et la première décennie qui vient après. Au cours de cette période, le Japon va devenir beaucoup plus libéral et va s'ouvrir au monde, ce qui va en fait apporter à la culture japonaise beaucoup de nouveaux codes occidentaux. Là où avant le Japon restait beaucoup sur ses traditions, cette ouverture au monde va en fait les emmener à utiliser des choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et ça va se ressentir beaucoup durant toute la période Taisho. Car au travers de ces nouvelles propositions, la mondialisation va surtout apporter un nouvel esthétique. Il va apporter le fameux dicton entre tradition et modernité. C'est un peu la première période du Japon où on peut parler de ça. Ces nouveautés qui viennent d'Occident et qui viennent donc des pays, tout ce qui est européen, américain, c'est un peu vu comme raffiné là-bas du coup pendant cette période. Et ça va forcer les Japonais en fait à adopter une attention toute particulière aux détails. Ça apporte quelque chose aux détails parce que les Japonais, maintenant qui remplacent certaines choses de leur culture par des cultures occidentales, ils veulent quand même garder ce qu'ils avaient avant, et donc ils vont imprégner les nouveautés occidentales avec des détails de leur culture eux-mêmes. Et donc c'est une période au Japon qui est très très importante au niveau de l'esthétique et qui est beaucoup retranscrite dans les mangas. Rien que ces dernières années par exemple, le manga Demon Slayer qui a explosé absolument partout, c'est l'ère Taisho. Pour citer un autre manga un peu moins populaire mais qui a quand même fait du bruit à la sortie de son animé, on peut parler de My Happy Marriage. Vous voyez, c'est des récits qui se calent entre vraiment un côté très patte graphique traditionnel, mais également une ouverture au monde. On ressent les nouvelles technologies, on ressent que la population est en train de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais comme tout n'est pas encore finalisé, vu que tout vient d'arriver, on n'est pas encore non plus dans le Japon moderne. Donc on a encore des bribes d'un côté du Japon de base, mais de l'autre, on a tous les nouveaux rapports occidentaux qui arrivent. Vous allez voir pourquoi je mets autant l'accent sur cette période quand je vais présenter un petit peu les points forts du manga et ce qu'il en retourne. Mais retenez juste pour le moment qu'on est sur une époque très spécifique du Japon qui va apporter beaucoup de choses dans ce cas du manga. L'histoire en elle-même, on est sur l'emménagement de Fuji, qui est un traducteur japonais, il traduit des livres, tout va bien de son côté. Celui-ci, à son arrivée, il va rencontrer Tojo, justement ce fameux détective dont on parlait un petit peu dans l'introduction. Donc durant leur rencontre, ils vont discuter un peu, faire connaissance, parce que voilà, il est nouveau, il faut que Tojo il le salue. Et en observant un petit peu les personnes qui passent dans les couloirs, les bruits de fond, ça va titiller la curiosité de Fuji, Tojo qui va bien voir que sa curiosité est un petit peu ébranlée. Il va lui confier que chaque personne de cette résidence est originale. Alors le sens original, il peut avoir deux sens ici. On peut avoir évidemment le original, l'unique, on n'en a pas deux comme eux, mais aussi l'original. En français, original, c'est aussi un terme qui est beaucoup utilisé pour parler de personnes un peu folles, un peu illuminées. Et donc de ça, on va plonger un petit peu dans le quotidien de cette résidence avec ses habitants, qui va nous offrir donc un cadre avec une résidence très singulière, où chaque personnage a son histoire et son secret à faire découvrir au lecteur. Donc globalement, en tout cas, c'est ce qui se passe un peu dans ce tome 1, c'est que le manga présente des chapitres avec des histoires à peu près uniques. Même s'il y en a certaines qui sont étalées sur 2 chapitres par exemple, globalement on est sur un habitant, une histoire et après on passe au suivant.
Après, ça ne veut pas dire que les habitants qu'on a déjà présentés ne reviennent pas, évidemment, parce qu'ils habitent toujours dans la résidence, donc on les verra toujours. Mais le rythme du manga est très parsemé, ce n'est pas une histoire à part entière, c'est vraiment des morceaux d'histoire. En lisant ce manga, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est un peu ce recueil de curiosité. C'est-à-dire qu'on n'a rien de surnaturel, tout reste très explicable et terre à terre, mais tout reste quand même mystérieux. Les mystères de la résidence Kaika, c'est curieux, mais ce n'est pas surnaturel. Mais ça donne une ambiance un petit peu surnaturelle. En fait, c'est l'un des trucs les plus importants de ce manga, c'est que l'ambiance du manga repose beaucoup sur le côté mystérieux de chaque chapitre et de chaque enquête par rapport à l'habitant. À essayer de découvrir son secret, à essayer de deviner pourquoi il est comme ça, comment il impacte autant les autres habitants, comment il impacte autant la société de manière générale, et pourquoi personne ne le remarque. Pourquoi toutes les personnes étranges sont recueillies dans cette résidence, ou est-ce que en fait toutes les résidences du Japon, un petit peu classe, ça donne à ce genre de quotidien. Peut-être qu'au final, on suit la résidence Kaika, mais on aurait pu suivre une autre résidence qui aurait été tout aussi étrange. Le fait est que la résidence Kaika, c'est une résidence justement qui s'inscrit parfaitement dans l'ère Taisho, comme je vous le parlais avant, parce que c'est une résidence qui mêle beaucoup la modernité de ce que lui apporte l'Occident, c'est-à-dire qu'on a vraiment une résidence avec de nouvelles technologies qui émergent, mais on garde également le côté très traditionnel dans les visuels. C'est-à-dire que les personnages sont toujours en kimono, les coutumes sont toujours celles de l'ancien temps, et même les rues de manière générale qui s'offrent après la résidence sont entre les rues urbaines qu'on connaît aujourd'hui, mais également les chantiers qu'on connaissait à l'époque. Donc voilà, pour moi, ce manga, c'est un peu un recueil d'histoires comme ça, un peu curieuses, qui sont indépendantes, mais qui s'inscrivent au même endroit, à la même période. C'est un peu ça qui va les relier. Ensuite, en plus de l'aura du mystère qui se dégage forcément de ce manga, on a aussi une grosse mélancolie dans les dessins. Alors ça non plus, c'est pas anodin, et c'est encore une fois lié à cette époque Taisho dont je vous parlais, parce que c'est une époque où le Japon va beaucoup utiliser l'art romantique qui vient d'Occident, un genre particulier qui est le romantisme nostalgique. C'est un genre qui est beaucoup hérité de la poésie traditionnelle d'Occident, qui est donc quelque chose d'assez typique à cette époque, et qui donc va donner une ambiance très mélancolique et très poétique au dessin et au récit, et qui va donc se retranscrire parfaitement dans les pages de ce manga. Donc c'est une ambiance qui se dégage vraiment des endroits, mais aussi des personnages. Puisque les personnages, au-delà de leur esthétique très romantique de l'époque, il n'y a qu'à voir par exemple les coupes de cheveux un peu comme ça, un peu dramatiques. Pas dramatiques dans le sens elles sont horribles, mais dans le genre qui font très tragique dans leur manière de se présenter. On a aussi des personnages avec des visages très peu expressifs, à la manière par exemple d'un Frieren. Et justement dans Frieren, on a beaucoup cet aspect très décalé, très mélancolique, très histoire oubliée. Et justement dans Frieren, cet aspect des personnages qui ne changent pas beaucoup d'expression, ça peut être vu également comme quelque chose d'assez nostalgique. Mais bon, c'est pas le sujet, on n'est pas sur Frieren. Donc en fait, quand on mêle ces histoires d'ambiance, de personnages peu expressifs, d'une certaine nostalgie, une mélancolie en fait qui se dégage vraiment de tout ça, on est vraiment envoûté dans un manga qui nous transporte dans une ère qu'on ne connaît plus actuellement et qui nous fait en fait nous évader de notre quotidien. Ça ressemble vraiment à des histoires qui sont des histoires oubliées d'un autre temps, qui nous font voyager. Et c'est pour ça que je mettais autant l'accent sur la période juste avant, c'est parce que le manga en fait se sert d'absolument tout ce que cette période a offert au Japon pour en retranscrire un maximum de choses. Il ne se sert pas seulement d'une période, il vit la période. C'est vraiment des histoires typiques du Japon de l'époque, avec son esthétique, son ambiance, comme décrit actuellement, et les codes qu'il a repris depuis l'Occident, tout en gardant évidemment le souci des détails pour la culture japonaise. Je pense avoir résumé assez convenablement pour vous donner une idée en fait de ce que le récit va proposer et de l'ambiance qu'il aura. Mais maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a attiré et qu'est-ce qui m'a plu le plus dans ce manga. La première chose qui saute aux yeux évidemment, c'est l'esthétique. L'esthétique de l'ère qu'il affiche est vraiment parfaitement respectée. On a une attention aux détails assez folle, on a le sentiment de nostalgie assez permanent, et ça nous dépeint parfaitement un Japon entre tradition et modernité comme il l'était à cette période. Il suffit de voir la couverture pour comprendre en fait qu'est-ce que je veux dire par un esthétique vraiment soigné et qui tape à l'œil. La couverture est vraiment sublime, avec ce dessin mélangeant couleur et noir et blanc qui nous donne vraiment beaucoup envie de découvrir en fait le contenu de ce manga. Ensuite, avant d'acheter, en faisant mes recherches, puisque je me renseigne quand même sur ce que j'achète avant, parce que sinon je m'en sors plus, j'achète tout, j'ai découvert que ce manga était dans un magazine assez particulier au Japon, qui est le magazine Arta. Alors Arta, évidemment, c'est un magazine qui est pas du tout aussi connu que tout ce qui est Weekly Shonen Jump, Weekly Shonen Magazine, etc. Mais c'est un magazine très sous-coté chez nous, qui est véritablement un vivier à talent, je trouve.
Moi j'ai quelques mangas que je lis et qui sont devenus parmi les pépites de mes dernières années. Je peux citer par exemple le dernier qui est en date, qui a explosé à l'international, c'est Glouton et Dragon, qui a été publié dans le magazine Arta. Mais également par exemple moi la comédie que j'adore et dont je vous ai déjà parlé en live sur ma chaîne, c'est Inamatsuri. Donc c'est un magazine que je cote très bien. Quand je vois son nom, je pars déjà avec de la confiance en me disant que je vais avoir un manga qualitatif. Je vais avoir des beaux dessins, puisque évidemment le magazine Arta est un magazine mensuel. Donc on va avoir des beaux dessins avec plus que 20 pages. Donc ça c'est quand même plus confortable je trouve. Et on a des mangas en général qui sortent pas mal des sentiers battus. Et qui permettent donc de s'évader un petit peu des gros shonen ou des gros seinen que l'on a au quotidien. Ensuite l'autre chose à noter, ça c'est spécifiquement à la France, mais il y a un vrai soin apporté à la fabrication en fait du manga. On est sur un grand format, peu épais mais grand, donc qui permet de profiter au maximum des dessins. Mais on a également une couverture un peu rigide, avec un petit effet qui est assez tape à l'œil, hein, on va pas se mentir. Moi en tout cas, quand je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit que la maison d'édition, donc Vega, mettait l'accent sur cette nouveauté pour essayer d'en faire quelque chose de très propre. Une édition aussi soignée en fait que les dessins et son contenu, qui sont très classe. Parce que comme je le disais juste avant, l'ère Taicho, quand on a quelque chose entre tradition et modernité, c'est forcément quelque chose d'assez huppé, quelque chose de très bien vu, quelque chose d'assez raffiné. Donc évidemment, pour un manga qui dépeint ce côté assez raffiné du Japon, il faut une édition tout aussi raffinée. Et enfin, un point important à noter pour tous ceux comme moi qui dévorent des dizaines et des dizaines de séries au quotidien chaque mois, la série est toujours en cours au Japon pour le coup, mais elle avance lentement vu que c'est du mensuel et que les chapitres sont assez courts, des fois même que des fois le magazine accorde des pauses, hein, comme il peut le faire des fois pour le Shonen Jump, etc. Donc on n'a pas des tomes tous les 2-3 mois, on a vraiment un tome tous les ans ou 2 par an. 2 tomes par an au maximum. Sachant que la série actuellement au Japon fait 3 tomes, c'est-à-dire que là en fait on rattrape très bientôt déjà la parution japonaise et que les lectures seront espacées. Alors c'est quelque chose qui peut être assez déroutant pour certains parce que quand ils veulent découvrir la suite du manga, et ben ils ont pas envie d'attendre plusieurs mois. Mais en fait pour un manga où les histoires sont comme ça assez indépendantes et où il n'y a pas de fil rouge conducteur direct, ce n'est pas du tout dérangeant parce que on lit un tome, mais on n'attend pas particulièrement le prochain pour savoir la suite. On attend le prochain pour découvrir de nouvelles histoires. Donc il n'y aura pas cette frustration qu'on a à attendre la suite à tort et à travers, à foison, pour espérer découvrir l'histoire au mieux. Ou par peur d'oublier certains détails de l'histoire, parce que là, certains détails de l'histoire, globalement, si tu te rappelles des personnages, dans quoi le personnage a été embarqué et quelle a été son affaire, tu te souviens pratiquement de tout ce qui suffit pour lire les prochains chapitres. Globalement, pour faire un bilan un peu de cette vidéo, moi je vous dirais que c'est une lecture qui est assez évasive. L'objectif, c'est pas du tout de nous servir une histoire construite avec un fil rouge, etc. C'est vraiment de nous transporter dans des quotidiens que l'on ne connaît pas et que le Japon ne connaît plus aujourd'hui, dans une ambiance très raffinée entre tradition et modernité. On sait que le traditionnel japonais est très bien vu en dehors du Japon et que c'est une plus-value dans les récits. Et bah là, c'est totalement le cas. On se rapproche pas mal des mangas qu'on dit Iyashikai. C'est des mangas qui nous transportent autre part et qui ont un effet guérisseur sur notre personne, sur notre esprit. Qui sont très tranquilles, très feel good, qui nous permettent en fait de souffler un coup. Iyashikai qui signifie littéralement guérison en japonais. Hein. Donc parmi ces mangas les plus connus, on peut citer par exemple Aria qui est chez les éditions Kiyun, on peut noter Mushishi, mais également, comme j'en parlais juste avant, dans un certain sens, Frieren c'est un peu un Iyashikai. Bah les mystères de la résidence Kaika c'est un peu ça, c'est un peu transporter dans un monde où ton esprit va en fait se poser. Si tu aimes les beaux dessins envoûtants, une période particulièrement raffinée du Japon, mais également découvrir des mystères en tout genre, je pense que la résidence Kaika est un manga qu'il faut que tu achètes. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout et j'attends avec impatience le prochain tome. Vous pouvez retrouver le tome 1 aux éditions Vega, le tome 2 sort normalement en novembre d'après les plannings. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine dès octobre pour de nouvelles nouveautés. Ciao!